Celui qui a plongé son regard dans l'œil vitreux d'un soldat mourant sur un champ de bataille réfléchira à 2 fois avant d'entreprendre une guerre. Cette citation de l'homme politique allemand Otto von Bismarck peut surprendre, au vu du nombre de guerres qu'il a lui-même déclenchées. La guerre est terrible et effrayante, mais au-delà des carnages et des destructions massives qu'elle génère, nous nous devons de rendre hommage à l'héroïsme, au courage et à la détermination de ceux et celles qui se sont battus et sont morts sous les drapeaux. Dans cette série, nous raconterons les faits d'armes de valeureux combattants dont les actes de bravoure et de discipline ont traversé les siècles. Ils ont vécu par l'épée et sont morts par l'épée. Ils ont choisi d'être guerriers. Voici le centurion Iulius Ubius. Égaré dans la forêt de son enfance, ce vaillant légionnaire romain tente de sauver sa peau. Il doit combattre les ennemis de l'Empire, mais également les démons de son passé. Au 1er siècle de l'ère chrétienne, Rome est à son apogée territorial. Le monde romain s'étend d'est en ouest et du nord au sud sur quelques 5 millions de kilomètres carrés. Mais outre-Rhin, aux confins nord-est de l'Empire, sur les terres hostiles qui ont vu naître Iulius, la Légion romaine se heurte à un redoutable adversaire, les tribus germaniques. Gardienne de la Pax Romana, la paix romaine, la Légion a pour mission de faire régner l'ordre dans les régions conquises par Rome. Elle fait maintenant partie du paysage, et on la craint. Dans la Rome antique en particulier, on relève 3 facteurs majeurs qui vont conduire un soldat à être aussi froid et dur qu'un bloc de glace, ice en anglais. I comme incitation, C comme conviction et E comme exécution. Par incitation, on comprend que le soldat doit être motivé pour faire ce qu'on lui ordonne de faire, surtout quand il s'agit de lâcher les chiens de guerre. Ainsi, l'incitation peut être matérielle, économique, avec des avantages financiers, mais pas seulement. La motivation peut aussi être la gloire en ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Cela nous amène au second facteur, la conviction. Un soldat motivé sera convaincu d'exécuter une tâche. Voici le 3e facteur, l'exécution. L'exécution d'une tâche avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille. La stratégie militaire de la Rome antique est si sophistiquée et si efficace qu'elle inspirera de nombreux dirigeants politiques et chefs de guerre par la suite. Malheureusement, rarement à bon escient. Mais qu'est-ce qui explique que l'armée romaine soit devenue une puissance de combat aussi remarquable ? Jusqu'au sac de Rome en 390 avant notre ère, quand les Gaulois ont envahi et saccagé la ville, l'armée romaine n'était pas une armée de métier. Elle était composée de paysans soldats.
Ensuite, les armées sont devenues professionnelles et ont disposé d'un armement produit en série. Les Romains eux-mêmes se sont organisés en forces de combat, disciplinés et efficaces. À l'époque, Rome aurait pu se vanter que si parfois elle perdait une bataille, elle perdait rarement la guerre. Mais rien n'est jamais acquis, et les peuples germaniques vont mettre l'insolence romaine à l'épreuve, à plusieurs reprises. C'est ici que les choses se compliquent pour notre jeune héros, Iulius Ubius. Car le jeune homme est né sur la rive gauche du Rhin, dans une région de Germanie sous domination romaine. Son grand-père qu'il a élevé a combattu comme mercenaire dans l'armée de Jules César. Son père, Wilimut, a servi dans les troupes auxiliaires romaines, constituées exclusivement de soldats étrangers, recrutés dans toutes les provinces de l'Empire. Avant la Rome antique, la grande majorité des troupes étaient composées de mercenaires uniquement engagés pour tuer. Ensuite, les Romains ont mis sur pied la première armée de métier, disciplinée et efficace. Mais comme ils étaient très pragmatiques, ils ont conservé ce dernier vestige de leur stratégie militaire du passé, l'emploi d'auxiliaires. Ces soldats étrangers étaient envoyés en première ligne pour protéger les légionnaires romains. Ainsi, lors des premières attaques, les troupes auxiliaires partaient en avant afin de préparer le terrain pour les soldats romains. Les soldats étrangers sont généralement envoyés en première ligne ou postés sur les flancs de la garnison pour protéger les légionnaires romains. Mais malgré la dangerosité de leur mission, ils gagnent moitié moins que les citoyens de Rome. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu des mutineries et des soulèvements au sein de ces troupes auxiliaires. Les soldats des troupes auxiliaires sont entraînés comme s'ils faisaient partie de l'armée romaine. Et dans un certain sens, ils en font effectivement partie. Mais le risque avec les auxiliaires, c'est qu'ils peuvent à tout moment retourner leur veste, car ce ne sont pas des citoyens romains. Ils n'ont pas la même loyauté envers Rome que les Romains. En tant qu'auxiliaire, Wilimut, le père de Iulius, a été un témoin direct de la brillante stratégie de combat de l'armée romaine en action. Il a servi aux côtés de la Légion en Lycie, dans l'actuelle Turquie, et en Pannonie, dans les Balkans. Il s'est battu si vaillamment pour l'empereur qu'il a été récompensé. Après 25 ans de bons et loyaux services, les auxiliaires peuvent espérer obtenir la citoyenneté romaine. Mais ce n'est pas automatique. Il faut répondre à un certain nombre de critères, tels que le rang du combattant dans la hiérarchie. Un chef a plus de chances de devenir citoyen de Rome qu'un simple soldat. L'intégration au mode de vie de la cité est également un facteur décisif. Il peut s'agir de la connaissance du latin, mais également de la coupe de cheveux du prétendant, de sa manière de se nourrir et de se vêtir. Le jeune Iulius a grandi en Germanie, dans une colonie romaine située aux confins de l'Empire. Comme son grand-père et son père avant lui, il rêve de prendre les armes. Mais pas n'importe quelle arme. Il veut devenir un légionnaire romain. Les jeunes Britanniques de nos jours s'engagent parfois dans l'armée pour voir du pays. C'était peut-être la même chose pour les Romains.
On pouvait en particulier, après le règne de l'empereur Auguste, être envoyé dans un port quelconque de la Méditerranée en tant que militaire romain. Mais on risquait également de finir dans une région barbare et reculée du nord de l'Europe. Ainsi, je ne pense pas que voir du pays était la motivation principale des conscrits romains. Dans un monde instable, les légionnaires percevaient une solde régulière, mangeaient à leur faim et avaient une bonne retraite. Ils pouvaient également recevoir des terres pour leurs vieux jours. Après s'être absenté pendant de nombreuses années, Wilimut, le père de Iulius, revient dans son village de Germanie. Mais il a changé, c'est un homme nouveau. Et cela ne tient pas qu'à ses favoris et à ses cheveux grisonnants. Dans l'armée romaine, les soldats étrangers s'engageaient à servir pour une durée de 25 ans. Après cette longue période, ils pouvaient prendre leur retraite et demander à devenir citoyens de Rome, ce qui était un grand avantage. Wilimut montre son précieux glaive, symbole de la citoyenneté romaine, à son jeune fils Iulius. En général, ce privilège ne se transmet pas systématiquement de père en fils. Mais la conquête de la Germanie donne du fil à retordre aux Romains, et ils ont besoin de sang frais pour étoffer leur garnison. C'est pour cette raison que Iulius peut espérer devenir citoyen de Rome et rejoindre la Légion comme son père. Il ne tarde donc pas à quitter le village qu'il a vu naître et où il a grandi pour tenter sa chance dans les rangs de l'armée impériale. Pour s'enrôler dans la Légion et devenir un citoyen romain, Iulius doit d'abord passer devant une commission de recrutement. Au vu de ses origines, de la bravoure de son père et de son grand-père avant lui, il n'a aucun mal à être accepté. Mais comme chaque nouvelle recrue, il doit commencer au bas de l'échelle. Cela signifie qu'il sera d'abord un munifex, un homme à tout faire, assigné aux corvées les plus ingrates, tels que couper le bois, porter l'eau, nettoyer les latrines, et ainsi de suite. Cette étape est indispensable pour gravir les échelons de l'armée. Un soldat ordinaire peut espérer devenir un centurion et commander une unité militaire, une cohorte. Cependant, les échelons supérieurs de l'armée sont toujours attribués aux membres de l'aristocratie. Un jeune conscrit de 16 ans, recruté au fin fond de l'Empire romain, jugé apte à rejoindre les rangs de l'armée et à être envoyé au combat, commence son service par au grand minimum, 6 mois d'entraînement intensif. Et ce, dans le but d'acquérir les bases du métier de légionnaire. Il apprend ainsi à se défendre lui-même, mais également à se mettre au service du groupe dans son intégralité, en utilisant correctement le glaive. Le légionnaire doit savoir se défendre, mais aussi être capable de protéger son unité, la cohorte, et de ce fait la Légion elle-même. Le fait est qu'un légionnaire débutant est de facto supérieur et mieux rémunéré qu'un auxiliaire expérimenté. On lui remet des armes, un bouclier et une armure qui impose encore le respect de nos jours.
La tenue romaine était composée de 4 éléments, parmi lesquels le scutum. Il s'agissait d'un long bouclier, derrière lequel le soldat romain s'abritait de la tête aux pieds. Les combattants étaient ainsi protégés par l'arme de combat puissante que représentait leur bouclier. Un autre élément intéressant de la tenue du légionnaire était le pilum, un javelot projeté à la main et qui n'a rien à voir avec une lance ordinaire. L'organisation de l'armée romaine a évolué au fil des ans et l'équipement aussi s'est transformé. Si l'on observe une garnison à l'époque de la République ou au début de l'Empire, le niveau de standardisation était élevé. Cela signifie que les armes faisaient partie intégrante de l'équipement du combattant, qui ne pouvait utiliser que celles qui lui étaient fournies. Avec le temps, les soldats ont reçu l'autorisation de posséder leur propre matériel. Et comme la plupart des recrues n'étaient pas d'origine romaine, on a vu croître une barbarisation des troupes, c'est-à-dire une pluralité ethnique, mais aussi une diversité en matière d'armement. Ainsi, pendant la période des migrations du Bas-Empire, l'armement s'est métamorphosé. Cependant, à l'apogée de l'Empire, on présume que les légionnaires étaient encore pratiquement tous équipés de la même manière. Le pilum, ou le javelot romain, mesure un peu plus de 2 mètres de long, et son objectif premier est bien entendu de blesser et de tuer. Mais il a également une autre fonction, celle de fragiliser la défense de l'adversaire. Un javelot planté dans un bouclier devient pratiquement impossible à extraire. L'ennemi ne peut donc pas s'en servir pour contre-attaquer, et le soldat ciblé est contraint de se débarrasser de sa protection, devenue inutilisable. Devant la vulnérabilité de l'adversaire privé de ses boucliers, les légionnaires romains peuvent sortir dagues et épées pour se lancer dans un combat au corps à corps. Le célèbre gladius, un glaive léger et court, est idéal pour ce type de combat rapproché. Il est placé sur le flanc droit du centurion au niveau de la ceinture et peut ainsi être retiré très facilement de la main droite sans perturber le bouclier porté par la main gauche. Une autre arme importante des légionnaires romains est le poignard pugio. C'est une sorte de petite épée avec une lame relativement large et un manche décoré de différentes manières qui rappelle celui du glaive. Ce poignard ne servait vraisemblablement que lors de combats rapprochés et n'était utilisé que dans des conditions optimales. Le fait est que l'armée romaine comptait davantage sur la stratégie militaire et la discipline des troupes que sur les performances individuelles et la bravoure de soldats isolés. Un élément très important de l'équipement de l'armée romaine est bien entendu le bouclier du légionnaire, appelé scutum. Il est difficile de savoir à quoi cette arme de protection ressemblait, car on n'en possède qu'un exemplaire aujourd'hui, exposé à la Yale University Art Gallery aux États-Unis. Le scutum ressemble à une œuvre d'art, mais il a une fonction très pratique. L'utilisation la plus connue de cette arme défensive est de permettre la formation de la tortue romaine, qui consiste à mettre sur pied une carapace de bouclier. Cette composition est une bonne protection contre les tirs de flèches. Elle permet aux légionnaires d'avancer et de réduire les pertes dues aux tirs adverses, même sous une pluie de projectiles. La célèbre tortue romaine permettait aux troupes d'approcher l'adversaire de très près, grâce à leur bouclier, pour pouvoir sortir les glaives et commencer les combats rapprochés, conjointement à leurs autres mécanismes de défense. Ces tortues romaines étaient impénétrables. C'était un véritable char d'assaut d'individus qui avançaient à l'unisson. Les Romains ont utilisé cette tactique qui s'est avérée très efficace lors de sièges, sur terre, mais également en mer. Grâce à sa stratégie, sa discipline et à son équipement militaire sophistiqué, l'armée romaine conquit la majeure partie du monde connu de l'époque. Mais quand la Légion entre en Germanie, elle commence à prendre conscience de ses limites
et de la nécessité de trouver de nouvelles méthodes. Quand l'armée romaine s'est déplacée vers le nord, après avoir franchi les Alpes et surtout après avoir traversé le Rhin, la configuration du terrain a changé du tout au tout. Et ce type de formation en tortue ne fonctionnait plus. On ne peut pas mettre sur pied une telle tactique dans la forêt. Il n'y a tout simplement pas assez de place. Dans les bois, la machine de guerre romaine s'est enrayée d'un seul coup. Les soldats envoyés sur le front en Germanie sont alors confrontés à une nouvelle réalité et doivent imaginer de nouvelles stratégies pour faire face. Pendant ce temps, à l'arrière, le quotidien des garnisons demeure inchangé. Qu'il s'agisse de la vie dans les camps, de la sonnerie du corps qui annonce les différentes activités de la journée, du travail en équipe dans les hôpitaux de terrain, du droit de percevoir une retraite, et jusqu'au spectacle de divertissement organisé spécialement pour les troupes. Tout ceci était déjà monnaie courante dans la Légion. Quand Iulius atteint enfin l'âge de se battre, l'armée romaine a déjà remporté de nombreuses victoires. Mais elle doit encore affronter son ennemi le plus redoutable, les tribus germaniques du Nord. « 50 ans avant la naissance de Iulius, Jules César remporte ce qui sera sans doute sa plus grande victoire, la bataille ou siège d'Alésia contre Vercingétorix, le vaillant chef de la coalition des peuples gaulois. La bataille d'Alésia a eu lieu en l'an 52 avant notre ère. Elle est reconnue comme l'une des plus grandes victoires de l'Empire romain. Un coup de maître de Jules César contre son ennemi juré, Vercingétorix. L'intrépide Jules César, dans un élan de véritable génie militaire, décide d'affronter l'un des ennemis de Rome les plus coriaces et les plus virulents, les Gaulois. Il déclenche ainsi une série de batailles contre leur chef, Vercingétorix. César lui-même admettrait certainement que le chef de la coalition gauloise avait du charisme et s'y connaissait en matière de guerre quand il s'agissait de se battre comme un Celte. Ce qui nous amène à la célèbre bataille d'Alésia, où les Gaulois, pensant se protéger et ainsi être à leur avantage, se sont retrouvés emprisonnés dans une citadelle qu'ils avaient eux-mêmes construite. Le siège d'Alésia est une opération prestigieuse pour les troupes romaines. En 6 semaines, César parvient à ériger un large double réseau de fortifications autour de l'Oppidum, la citadelle des Gaulois, pour repousser une éventuelle armée de secours et empêcher une tentative de sortie des assiégés. Les Gaulois sont pris à leur propre piège. Ce que Jules César a fait, c'est construire un mur de 15 km de long autour de la citadelle, confinant Vercingétorix et ses troupes dans leur quartier d'hiver, dans l'objectif de les affamer. Quand les troupes de secours sont arrivées pour attaquer les Romains, qui avaient anticipé la chose, elles se sont retrouvées face à un second rempart de 20 km derrière lequel l'armée de César se protégeait. Nous avons ainsi un double rempart autour de la ville, enfermant les Gaulois et les gardant en même temps à distance. Le siège d'Alésia est un massacre. Quelques 40 000 Gaulois sont tués avant que leur chef Vercingétorix se rende enfin à Jules César et soit conduit à Rome, enchaîné. La stratégie militaire des tribus barbares de l'époque consiste à charger l'ennemi en sacrifiant les soldats les plus valeureux qui se battront jusqu'à la mort. C'est violent, mais peut s'avérer efficace,
sauf contre l'armée romaine. La stratégie de guerre s'est avérée plus efficace pour gagner la guerre que la bravoure de combattants isolés. Jules César a dit avoir gagné toutes ses batailles avec une pioche, plus qu'avec le glaive, évoquant la construction de fossés et de fortifications. Nous le constatons avec le siège d'Alésia. Flavius Joseph écrit dans la guerre des Juifs, en parlant des soldats romains, on pourrait dire de leurs exercices que ce sont des combats sans effusion de sang, et de leurs combats que ce sont des exercices sanglants. Cette citation décrit bien le lien étroit entre l'entraînement des soldats et la réalité des combats. La période de formation était très importante pour les conscrits. Ils se préparaient de manière quotidienne à la réalité de la guerre, qui était un facteur constant dans la vie de la République, pendant la première période, mais également pendant l'Empire romain. Les nouvelles recrues de la Légion apprennent à se battre, mais également à construire un camp fortifié pour protéger le cantonnement, à édifier des fortifications et à creuser des fossés. Et bien entendu à marcher, encore et encore. Dans l'armée romaine, marcher faisait partie intégrante de l'entraînement. Les soldats de Rome marchaient 20 km par jour. Un légionnaire enrôlé dans l'armée romaine devait porter une charge d'environ 20 kilos qu'il devait avoir sur lui lors de l'entraînement. Il devait marcher avec ce poids sur une distance de 15 à 20 km par jour. L'équipement comprenait vraisemblablement leur propre armure, leurs boucliers, leurs glaives et d'autres armes de combat, sans oublier les ustensiles de cuisine. Chaque troupe de 8 à 10 légionnaires devait également désigner 2 des leurs pour s'occuper d'autres objets dont ils pourraient avoir besoin. Autant de marche requiert de la discipline. Les jeunes recrues de l'armée romaine doivent s'entraîner quotidiennement à porter des charges allant jusqu'à 30 kg, à courir, sauter, ramper, nager, tirer au lance-pierre, à l'arc avec des flèches, combattre à l'épée, lancer le javelot et à marcher encore davantage. Le système d'entraînement des soldats de la Légion romaine avait plusieurs objectifs. Le premier était de rappeler les connaissances acquises des années plus tôt en tant que jeune recrue. L'entraînement permet de rester jeune, de rester fort, d'être toujours prêt, car à tout moment le soldat peut être appelé à se battre. Sur le champ de bataille, ainsi qu'après une longue journée de marche, les soldats romains doivent généralement construire un camp fortifié avec un fossé et une palissade défensive faite de pieux de bois. Et comme si cela n'était pas suffisant, les soldats doivent se lever tôt le lendemain et tout recommencer à zéro. Tout manquement ou refus d'obtempérer est sévèrement puni. Nous avons un exemple intéressant à ce sujet. Le général romain Domitius Crobulo, au 1er siècle de notre ère, devait châtier un de ses soldats. La seule et unique raison était qu'il creusait un fossé sans porter son propre sabre. Et quelle a été la sentence? La mort. Ainsi,
Le soldat a été exécuté séance tenante, pour la simple et unique raison qu'il avait oublié de prendre son épée avec lui. Les châtiments pouvaient concerner un individu isolé, mais également un groupe. Un exemple de punition classique est celui que l'on nomme décimation, qui consiste à exécuter un soldat sur 10 en représailles pour tout le groupe. La décimation est un châtiment particulier de l'armée romaine. Quand il n'est pas possible d'identifier le responsable d'une action punissable, le général décide de punir la cohorte, toute la cohorte. Pour ce faire, il réduit le nombre qui la compose de 10%. En résumé, cela signifie qu'un homme sur 10 sera exécuté. Mais le jeune Iulius parvient heureusement à échapper au pire châtiment pendant sa période d'entraînement et va aujourd'hui prêter serment comme nouveau légionnaire. Recrue Iulius Subius, avancez et jurez devant les dieux de Rome et au nom de vos ancêtres sur votre propre honneur et votre serment sacré que vous suivrez les commandements quels qu'ils soient. Vous obéirez aux ordres avec enthousiasme et sans poser de questions. Vous renoncez à la protection de la loi civile romaine et acceptez l'autorité de votre commandement de vous mettre à mort sans autre forme de procès pour désobéissance ou désertion. Vous promettez de servir sous l'étendard pendant toute la durée de votre engagement et de ne pas partir avant que votre commandement vous décharge de vos obligations. Vous servirez Rome fidèlement, même au prix de votre vie, et respecterez la loi en regard des civils et de camarades de camp. Félicitations, vous êtes maintenant un soldat de Rome. En l'an 15, Iulius prête serment et rejoint la Légion romaine sur le champ de bataille. À cette époque, les Romains se battent sur plusieurs fronts. Et dans la plupart des cas, ils sont victorieux. Mais quand ils perdent, c'est spectaculaire. Six ans auparavant, Arminius, un chef chérusque, a trahi Rome pour prêter alliance aux tribus germaniques et infliger une très lourde défaite aux troupes romaines lors de la bataille de la forêt de Teutobourg. 3 légions sont anéanties et les aigles, emblème de la légion, capturés. En l'an 9, a eu lieu la célèbre bataille de la forêt de Teutobourg. C'est probablement la pire défaite essuyée par l'armée romaine. 3 armées romaines se retrouvent en terre hostile. Les légionnaires sont accompagnés d'une cavalerie auxiliaire. Ces soldats étrangers, qui auraient dû les protéger, se sont retournés contre eux et les ont massacrés jusqu'au dernier. Les auxiliaires reçoivent le même entraînement que les légionnaires romains, mais ils sont considérés comme des soldats de 2e classe et peuvent parfois se mutiner et se retourner contre leur maître. C'est ce qui a dû se passer à Teutobourg. Arminius, le chef des chérusques germaniques, avait promis au général Varus d'aider les Romains. Arminius était alors considéré pratiquement comme un Romain, car il avait vécu de nombreuses années comme otage à Rome par le passé. Arminius promet peut-être de s'allier aux Romains pour conquérir la Germanie, mais ce n'est qu'un leurre. Il conduit les troupes en territoire hostile et retourne les auxiliaires contre la Légion. L'historien Velleius Paterculus a écrit
Entourée par la forêt, les marécages et les embuscades, l'armée romaine a été exterminée pratiquement jusqu'au dernier par son véritable ennemi, les auxiliaires, qu'elle a toujours traité comme du bétail. Teutobourg est une défaite tellement cuisante qu'elle est devenue célèbre sous le nom de désastre de Varus, du nom du général romain vaincu. Les légionnaires romains avaient déjà subi de lourdes pertes au 1er siècle contre les Gaulois et les Carthaginois. Mais la raison d'une de leurs défaites les plus célèbres, dans la forêt de Teutobourg, était liée à 2 facteurs principaux. Le premier est qu'ils n'étaient pas préparés. Ils se sont lancés tête baissée, sans prendre en considération 2 facteurs importants. Premièrement, ils ne connaissaient pas la région. Ils allaient se battre en territoire ennemi. Ils ne jouaient pas chez eux, pour ainsi dire. Deuxièmement, il y avait le terrain, la topographie du terrain lui-même. Car l'un des points forts de la machine de guerre romaine était la construction des célèbres voies. Quand ils sont arrivés sur le territoire des tribus germaniques, ce luxe, qui leur était devenu indispensable, n'existait plus. Ensuite, il y avait le terrain lui-même. À l'exception de quelques vallées éparses, il se composait presque intégralement de denses forêts et de marécages, ce qui a affecté directement la stratégie de combat de l'envahisseur romain. Arminius connaît bien la stratégie de guerre romaine. Il a ainsi 2 avantages sur eux, celui de pouvoir les prendre par surprise et de combattre en terrain connu. Ces avantages se sont révélés dévastateurs pour les troupes de l'Empire. Je pense qu'une des explications possibles de cette victoire est la confrontation entre les combattants germaniques qui se battaient individuellement et la machine de guerre romaine. Cette victoire repose essentiellement sur la témérité d'Arminius en personne. C'était un jeune fils de chef de 10 ans quand il a été amené à Rome comme otage, où il a été élevé et entraîné comme un soldat romain. Mais comme il était d'origine germanique, il n'a pas pu devenir légionnaire. Cependant, en tant que fils de chef, en respect de sa descendance royale, il a été mis à la tête d'une cavalerie auxiliaire. Ce n'était pas rien. Il a appris la tactique de guerre romaine, mais n'a pas intégré l'armée en tant que telle. Il se battait aux côtés des fantassins à dos de cheval. Ainsi, il n'était pas un simple soldat de 2e classe qui avançait à pied, mais un homme à la tête d'une importante troupe de cavaliers. 3 légions romaines sont anéanties lors de la bataille de la forêt de Teutobourg. La 17e, 18e et 19e. 2600 à 3000 soldats romains sont tués. Ultime déshonneur pour la légion romaine, les 3 aigles, emblèmes des légions, sont capturés. L'étendard militaire était très important pour les soldats romains. Les aigles indiquaient le point de ralliement des troupes pendant la bataille. C'était aussi un moyen de communication, à une époque où il n'y en avait pas d'autre. L'aigle romain était l'emblème de la Légion. Ils étaient portés par un aquilifère qui était en première ligne sur le champ de bataille. Les aigles marquaient le point de ralliement pour toutes les troupes. Celui qui entrait dans la Légion faisait le serment de défendre son honneur, qui était symbolisé par l'aigle.
Défendre cet étendard était un devoir, et sa perte le déshonneur ultime. Quelques années après la terrible défaite de Teutobourg, les Romains ont tenté de retourner sur place. Ils ont lancé une expédition chez les Germains, avec à leur tête le général Germanicus, qui a tenté une fois de plus de conquérir la région. Il est parvenu à traverser le Rhin et à avancer en territoire germanique. Il a aussi réussi à récupérer 2 des aigles capturés pendant la bataille de la forêt de Teutobourg. Cette nouvelle équipée est une preuve supplémentaire de la détermination des légionnaires. On se rappelle que si les Romains peuvent perdre des batailles, ils perdent rarement la guerre. En récupérant les aigles capturés, leur honneur est sauf. Il est difficile d'imaginer qu'à l'époque, aucun soldat n'avait envie de prendre part à cette bataille. Le territoire était hostile et les Romains allaient devoir adapter leur stratégie, c'est-à-dire limiter celle des tribus germaniques. Mais comme il connaît la région et parle le dialecte local, Iulius est désigné comme explorateur. Son rôle est d'approcher l'ennemi pour repérer ses mouvements et le déploiement de ses troupes afin de les signaler aux soldats romains. En d'autres termes, il devient espion, mais lui et ses confrères ne tardent pas à se faire repérer. En combattant ces différentes tribus germaniques aux côtés des Romains au 1er siècle, les guetteurs originaires de la région ont dû s'enfuir. Iulius doit impérativement abandonner sa centurie après une attaque germanique. C'est une question de vie ou de mort. Ce soldat romain descendant de Germanie doit tout faire pour éviter d'être capturé par ses frères de sang qui le considéreraient immanquablement comme un traître. Il erre seul dans la forêt de son enfance. Les Romains ne tardent pas à quitter la région pour ne plus jamais y revenir. Ces territoires outre-Rhin n'intégreront plus jamais l'Empire. Mais les tribus germaniques qui se sont unifiées sous le commandement de leur chef chérusque, Arminius, n'oublieront jamais l'incursion romaine sur leurs terres. La vengeance est un plat qui se mange froid. Près de 400 ans après la bataille de la forêt de Teutobourg, les Wisigoths, conduits par Alaric Ier, seront les premiers barbares à entrer dans Rome, en 800 ans. L'histoire est toujours écrite du point de vue des vainqueurs. Et même si les Romains n'ont pas gagné la guerre en Germanie, tant s'en faut, ils ont eu en Tacite un grand propagandiste pour décrire l'histoire des campagnes romaines à leur avantage. Tacite nous donne une image des barbares qui semble cependant bien loin de la réalité. Mais ce qui restera dans l'histoire est bien le dernier souci de Iulius Subius, qui erre seul dans les bois depuis des jours et lutte pour sa survie. En tant que fils d'un guerrier germanique, il a appris à vivre de et dans la forêt. Mais c'est la discipline de fer acquise en tant que légionnaire qui le maintient en vie. Notre jeune combattant n'a jamais douté l'allégeance faite à l'aigle romain de la Légion. Iulius, le soldat citoyen romain, a fait serment de mourir pour défendre l'honneur de Rome, sa patrie d'adoption. Une patrie qui, durant des siècles, sera davantage une identité nationale qu'un pays avec des frontières bien définies. La frontière du nord-est, celle qui divise le monde romain du monde germanique, était particulière. Elle était très longue
Il y avait de très nombreuses tribus qui tentaient régulièrement d'envahir l'Empire. Ils étaient empressés de conquérir le monde romain, mais d'une certaine manière, ils en faisaient déjà partie. Les peuples germains faisaient du commerce quotidien avec les Romains. Ils se battaient aussi à leur côté en tant que peuple fédéré, federati en latin. Mais au 5e siècle de l'ère chrétienne, la Pax Romana est mise à mal. Les tribus gauloises et germaniques commencent à se soulever contre Rome. C'est le début du déclin de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain s'est effondré, en partie en raison d'un afflux de population massive, désireuse de profiter des avantages que Rome pouvait offrir. Il est difficile d'expliquer exactement le déclin et la chute de l'ancien empire romain au 5e siècle, en l'an 476 pour être précis. Cela reste un sujet d'étude et de discussion. Mais ce que nous pouvons dire est que la machine de guerre militaire de la Rome antique a sa part de responsabilité. Parmi les grands généraux romains, il n'y a pas que Jules César ou Trajan. Après sa chute, l'Empire a survécu en Orient avec le grand général Bélisère, par exemple. Nous pouvons dire que bien après la chute de Rome, l'influence de cette grande nation a perduré jusqu'en 1453 avec l'Empire romain d'Orient. Si Rome ne s'est pas faite en un jour, elle n'a pas chuté en un jour non plus. Les aigles capturés à Teutobourg ont finalement été recapturés. Les empires naissent et meurent. Mais le courage, la détermination et la gloire des guerriers qui ont sacrifié leur vie sous les drapeaux doivent rester dans les mémoires.